Vous êtes ici au pôle de gériatrie des hôpitaux universitaires de Strasbourg, dans le service de gérontologie mobile neuropsy recherche. Je suis le professeur Frédéric Blanc, je suis le chef de service. Je coordonne aussi le centre mémoire de ressources et de recherche et je coordonne aussi une équipe du laboratoire iCube qui est dédiée aux neurosciences et au vieillissement et en particulier à la maladie à corps de Lévy et à la maladie d'Alzheimer. La maladie à corps de Lévy, c'est une maladie neuroévolutive qui est beaucoup plus fréquente après 80 ans. C'est une maladie qui associe d'abord des troubles cognitifs, en général un ralentissement, des difficultés attentionnelles, des difficultés d'organisation. Les patients ont du mal à s'organiser et surtout ça va s'associer à d'autres symptômes. Ça peut s'associer soit à des visions, ce qu'on appelle aussi des hallucinations visuelles, soit à ce qu'on appelle des troubles du comportement sommeil paradoxal, qui sont en réalité des gens qui vont bouger dans leur lit, qui vont avoir des cauchemars et qui vont vivre leurs rêves alors qu'ils ne devraient pas. Soit à ce qu'on appelle des fluctuations cognitives et de vigilance, c'est-à-dire des moments où les patients seront moins bien et d'autres moments ils seront mieux. Et enfin, soit ce qu'on appelle un syndrome parkinsonien, c'est-à-dire un ralentissement physique et une rigidité et souvent des chutes. Pour dire qu'il y a maladie à corps de Lévy, il faut qu'il y ait à la fois des troubles cognitifs, que je vous ai décrits, et en même temps un ou deux symptômes parmi les 4 que j'ai décrits, c'est-à-dire fluctuation, hallucination, syndrome parkinsonien et trouble du comportement sommeil paradoxal. Et là, on peut dire que c'est effectivement une maladie à corps de Lévy. La maladie à corps de Lévy est fréquente, effectivement. Elle touche, on pense en France, au moins 200 000 personnes, au minimum 150 000 personnes, au maximum 300 000. Je pense que la bonne fourchette est probablement aux alentours de 200 000. Le problème principal, c'est le sous-diagnostic. On estime qu'à peine un tiers, voire la moitié des patients sont diagnostiqués en France, et ça veut dire qu'au moins la moitié des patients ne sont pas diagnostiqués. C'est une maladie effectivement qu'on connaît depuis peu. Elle a été décrite pour la première fois dans les années 70 par le professeur Osaka, qui est un collègue japonais. Elle a été ensuite décrite vraiment cliniquement par nos collègues anglais, et en particulier Ian McKeith, dans les années 90. Ça a commencé en 92, mais les premiers critères internationaux de maladie à corps de Lévy, c'est 1996. Donc c'est vraiment très récent finalement. Le fait que ça soit connu en France, je pense que ça a commencé à peine dans les années 2000, et c'était encore assez méconnu. Et on peut dire qu'on commence à mieux connaître la maladie à corps de Lévy en France depuis 2010. Ce sont deux maladies différentes, deux maladies vraiment différentes. Dans la maladie de Parkinson, vous avez des patients qui vont commencer par le syndrome parkinsonien. En général, ce sont des patients qui vont avoir un tremblement d'un côté, un tremblement de repos qui fait un peu ce type de mouvement, qu'on n'a pas habituellement dans la maladie à corps de Lévy. Ce sont des patients qui vont avoir une raideur, plutôt d'un côté aussi, plutôt à droite ou à gauche, et qui vont être lents, plutôt d'un côté, à droite ou à gauche du corps. Ça, c'est la maladie de Parkinson. Alors que la maladie à corps de Lévy, comme je vous l'ai décrite tout à l'heure, il y a effectivement un syndrome parkinsonien, mais ce syndrome parkinsonien est en général bilatéral, c'est-à-dire c'est les deux côtés du corps qui sont touchés de façon à peu près égale, et surtout il y a rarement un tremblement qui s'y associe. Et souvent, ce syndrome parkinsonien est moins intense que dans la maladie de Parkinson. Malheureusement, dans la maladie de Parkinson, le syndrome parkinsonien, donc cette lenteur, cette raideur, ce tremblement peuvent devenir très intenses, tandis que dans la maladie à corps de Lévy, ça n'est pas le cas. Je pense que les causes de la maladie à corps de Lévy, on ne les connaît pas du tout. Par contre, on a des éléments qui nous permettent d'avoir une idée des facteurs de risque, grâce notamment aux collègues de la Mayo Clinic à Rochester, donc aux États-Unis. Ce qu'ils ont démontré, eux, c'est que les patients atteints de maladie à corps de Lévy ont des facteurs de risque suivants, c'est-à-dire des facteurs de risque qui vont favoriser l'émergence de la maladie. Un, et ça c'est assez intéressant, c'est l'accident vasculaire cérébral. Le fait de faire un accident vasculaire cérébral, donc d'avoir une artère qui se bouche au niveau du cerveau, est un facteur de risque de maladie à corps de Lévy. Premier élément. Deuxième élément, les patients qui sont anxieux ou dépressifs, visiblement font plus volontiers une maladie à corps de Lévy. Pour autant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux là. Je pense que l'anxiété et la dépression, c'est plutôt des symptômes prodromaux, donc les symptômes du tout début de la maladie, plutôt qu'un facteur de risque. On l'a montré récemment grâce à la cohorte Memento, qui est une cohorte nationale française. Autre point, c'est l'apolipoprotéine E4, donc l'ApoE4, qui est un gène qui favorise la maladie d'Alzheimer. Il pourrait aussi favoriser la maladie à corps de Lévy. À vrai dire, là aussi, on a publié récemment avec mon équipe, et en particulier avec le docteur Bouzige,
on a montré que l'ApoE4 était plutôt un facteur de risque de la maladie à corps de Lévy associée à la maladie d'Alzheimer. Mais ça, on en reparlera. Et dernier point, c'est le fait d'avoir des antécédents soit de maladie à corps de Lévy, soit de maladie de Parkinson, ça augmente le risque aussi de faire soi-même une maladie à corps de Lévy. Donc voilà en gros les facteurs de risque. Après, il y a des choses qui ne sont pas des facteurs de risque, mais qui sont de l'ordre de la recherche. On a montré récemment qu'on a comparé des patients atteints de maladie à corps de Lévy et de maladie d'Alzheimer. On a essayé de rechercher des toxiques dans la ponction lombaire de ces patients, donc ce qu'on appelle le liquide céphalorachidien, qui est le liquide qui entoure le cerveau et qui est à l'intérieur du cerveau. Et on a montré que chez les patients atteints de maladie à corps de Lévy, il y avait plus volontiers la présence de phtalates. Le phthalate étant ces microplastiques qui ont été beaucoup décriés il y a plus de 10 ans, et qui le sont encore d'ailleurs. Et donc c'était assez étonnant pour nous de trouver des phtalates chez les patients à corps de Lévy. Alors je ne suis pas en train de vous dire que les phtalates favorisent forcément l'émergence de la maladie à corps de Lévy. Il faudrait qu'on aille plus loin dans les recherches, parce que ça c'était une recherche un peu préalable, mais si ça se confirmait, ce serait intéressant qu'il puisse y avoir des toxiques qui favorisent. Et dernier point, parce que comme ça je reste complet, c'est qu'il y a des hypothèses sur une origine infectieuse de la maladie à corps de Lévy. Et ce n'est pas la seule maladie neuroévolutive où on a des hypothèses d'origine infectieuse. Qu'est-ce qui fait dire qu'il pourrait y avoir une origine infectieuse? Notamment, c'est le fait que chez tous les patients atteints de maladie à corps de Lévy, y compris au tout début de la maladie, on a des corps de Lévy dans les bulbes olfactives, c'est-à-dire dans le système nerveux du nez, si vous voulez, ce qui nous permet de sentir les odeurs. Ça passe par les bulbes olfactifs qui est à l'intérieur du nez. Et donc, on pourrait imaginer qu'il y a un début de la maladie qui commence par le nez, donc peut-être ce qu'on inhale. Alors, ça pourrait être infectieux ou ça pourrait être éventuellement toxique, comme on en a parlé avec les phtalates. Dans la maladie de Parkinson, clairement, les pesticides sont un facteur de risque. Dans la maladie d'Alzheimer, on a aussi des données qui montrent qu'il pourrait y avoir un lien avec les pesticides. Pour ce qui est de la maladie à corps de Lévy, malheureusement, il n'y a pas eu d'études sur le sujet. C'est difficile, effectivement, de différencier la maladie à corps de Lévy de la maladie d'Alzheimer. C'est probablement la raison pour laquelle la maladie à corps de Lévy est sous-diagnostiquée, parce que comme la maladie d'Alzheimer est plus fréquente, les médecins peuvent avoir plus tendance par ordre de fréquence, de dire qu'il s'agit d'une maladie d'Alzheimer plutôt qu'une maladie à corps de Lévy. Ce qui est difficile dans le diagnostic différentiel, donc pour faire la différence entre maladie d'Alzheimer et maladie à corps de Lévy, c'est d'aller trouver et chercher les symptômes de la maladie à corps de Lévy que je vous ai décrite. Pourquoi? Parce que, par exemple, un certain nombre de patients ne se confient pas sur les hallucinations qu'ils peuvent avoir. Et ça, j'insiste sur le fait que ce serait bien que les patients puissent se confier à leur médecin s'ils ont des hallucinations. Il ne faut pas qu'ils aient peur. Ces hallucinations font partie de la maladie à corps de Lévy, ce n'est pas une maladie psychiatrique et on peut traiter ces hallucinations. Donc ça, c'est le premier point. Il est évident que si le patient ne parle pas de ses hallucinations à son médecin, le médecin ne va pas pouvoir imaginer qu'il a des hallucinations. Le deuxième point qui est difficile, ce sont les fluctuations. Les fluctuations, c'est le fait qu'à certains moments, le patient va bien, il est un peu comme vous et moi, et puis à d'autres moments, il est confus, ou alors endormi, ou alors il a du mal à suivre les conversations, ou alors il a des difficultés de concentration. Le patient peut ne pas se rendre compte de ces fluctuations, par contre la famille les voit, et le risque c'est que la famille dise « mais c'est normal, ça fait partie de la maladie ». Sauf que si la famille ne dit pas mon mari ou mon épouse a des fluctuations, eh bien pareil, le médecin aura du mal à faire un diagnostic. Donc c'est toute une alchimie finalement entre le médecin, le patient, ce qu'on appelle l'aidant principal, on va dire le proche, qui doivent discuter et doivent pouvoir exprimer les symptômes de la maladie, et à ce moment-là, le diagnostic pourra être fait.